BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Non, Ludovic, tu n'es pas trop bas, tout va bien, le niveau de nos experts est parfait, l'émission est prête, on est prêt, ça y est, à répondre à vos questions entre midi et 13h comme tous les jours. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, bfmbusiness.fr. Moi aussi, je peux avoir du tutoiement, Sarah. Oui, c'est vrai, Sofiane. Donc, merci de nous avoir donné cette adresse. Non, ça marche pas, j'arrive pas à te dire tu à l'antenne. Nos experts aujourd'hui, Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi, Sébastien Foix, président de Léonard Conseil. Bonjour à tous les deux. Ludovic Bado, donc entrepreneur et auteur du podcast des entrepreneurs sur BFM Business. Des indépendants. Des indépendants, exactement, faut le redire. Vous qui êtes une grande fan de ce podcast, oui, c'est vrai. Et Louise Penny, notre juriste avocate au cabinet Voltaire Avocat. Bonjour Louise. Allez, c'est parti pour les questions. Sofiane. Et la première, elle est pour vous, Jenny. Je vis une traversée du désert depuis plusieurs mois. Après un licenciement économique, je n'arrive pas à retrouver un poste dans la communication. Je perds un peu espoir avec des refus de mes candidatures. Que dois-je faire pour aller de l'avant ? Jenny. Alors effectivement, je comprends cette personne qui a envie d'aller mieux parce que elle évoque un licenciement économique et donc ça veut dire, je pense qu'elle n'a pas été sur le marché de l'emploi depuis très longtemps et se retrouver dans une situation de chômage, c'est pas simple. Ça peut vraiment nous perturber, faire en sorte qu'on va beaucoup se remettre en question. Et quand elle évoque le terme de traversée des déserts, pour moi, il est extrêmement important. C'est pas juste un moment down dans sa vie où on va pas bien. La traversée du désert, c'est bien plus profond que ça. Ça veut dire que c'est la durée qui est significative. Ça va pouvoir durer des mois, voire des années. Et il faut arriver à aller de l'avant. Ce que je pourrais lui conseiller, parce que je l'ai moi-même vécu en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ça aussi, il faut rassurer les gens. Ça peut tous nous arriver, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié aussi dans notre vie, de vivre une traversée du désert. Ça, c'est un conseil qu'on m'a donné. On m'a souvent dit, il faut continuer à s'aimer même si on s'aime plus. Parce que dans une traversée du désert, vous allez complètement perdre pied, vous allez perdre confiance en vous, vous allez vous sentir inutile. Cette fameuse pyramide de Maslow, où vous avez vos besoins primaires de manger, de boire, d'avoir un logement, et puis ensuite de vous accomplir et avoir de la reconnaissance, vous n'avez plus ça. Donc c'est aussi de rappeler que vous n'êtes pas inutile pour vous, pour la société, et donc de continuer à s'aimer, et même si on ne s'aime pas. La deuxième chose, je trouve, qui est importante, c'est de jamais s'isoler dans une traversée du désert, et de savoir bien s'entourer, Et le troisième conseil, ça serait de bien s'entourer, mais de personnes qui sont positives, bienveillantes, qui vont vous tirer vers le haut. J'ai une phrase que je dis très souvent autour de moi, c'est: vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Tout le monde ici, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Donc Sandra, choisissez bien ces 5 personnes qui vous entourent. C'est vrai, parce qu'on voit de façon toujours plus positive les personnes qui sont autour de nous, et on est souvent très dur avec soi-même. C'est vrai que c'est important de le dire. Est-ce que c'est pas dans cette période, Jenny, et peut-être que Ludovic pourra réagir à côté de vous, qu'il faut se demander si on continue à confier son sort aux mains d'une entreprise, ou si justement c'est le moment de se lancer, de se poser des questions pour partir dans l'indépendance? Jenny. Allez. Effectivement, c'est une des options qu'il faut envisager, surtout quand on a été dans une période de salariat pendant des années, d'ouvrir ce champ des possibles. Ça peut redonner beaucoup de souffle et beaucoup de ce sentiment de liberté qu'on peut avoir. Donc, carrément, pourquoi pas. Moi, je suis toujours très favorable à l'entrepreneuriat. Avoir plusieurs options, Ludovic. Complètement. Je pense que les moments difficiles dans la vie, quels qu'ils soient, on peut les transformer en opportunités. Et c'est peut-être effectivement le bon moment pour envisager un projet entrepreneurial. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent en disant: bon, ok, je trouve pas d'emploi, donc plutôt que de me flageller, plutôt que de me dire je suis nul, qu'est-ce que je pourrais faire? Et des fois, ça peut être une bonne découverte, l'entrepreneuriat, même si ça ne doit pas être un choix par défaut, ça doit être un choix véritable, assumé, une vraie volonté, sinon ça ne marche pas. Mais c'est un moment qui peut être un moment effectivement clé quand il n'y a rien d'autre. Sébastien, se donner des options, c'est ça l'idée en fait. Alors, oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. En fait, il ne faut pas le faire parce qu'on est contraint, il faut que ce soit un vrai choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Voilà, il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés. Alors nous, on le propose dans le cadre de bilan de compétences, de cadrer ce genre de choses et de se dire, ben voilà, je suis capable je peux passer du statut de salarié au statut de freelance, ou non, j'ai vraiment besoin d'un cadre. Quel est mon terrain de jeu? Est-ce que c'est étroit, pas étroit? Quel type d'entreprise, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses. Déjà, lorsqu'on est licencié ou il y a une rupture comme ça, il faut prendre son temps. Voilà. Oui, il ne faut pas se jeter dans les bras. Voilà, on reprend contact, on revoit les proches ou les gens qu'on n'a pas eu le temps de voir pendant toutes ces années. Et puis après, petit à petit, on reprend contact
et surtout, on est bien accompagné. Voilà, on ne s'isole pas, effectivement. Ça, c'est vraiment... Moi, je trouve aussi qu'on peut le faire à tout âge. C'est important de le dire. Sofiane. Vous nous écrivez en direct pendant cette émission. Vous faites comme Léo qui nous écrit à l'instant avec vous à bfmbusiness.fr. Commercial, j'ai un bonus défini contractuellement en pourcentage si les objectifs sont atteints. Ils ont été dépassés lors de mon entretien annuel. Mon responsable veut m'attribuer partiellement mon bonus. En a-t-il le droit? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question pour l'aider, Louise? Oui, bien sûr. Alors, si les objectifs en fait sont fixés contractuellement, déjà en fait l'employeur ne peut pas les modifier puisqu'en fait c'est inscrit dans le marbre du contrat de travail. Donc toute modification des objectifs impliquerait de recueillir l'accord du salarié. Si ces objectifs sont clairement définis en fait dans le contrat de travail et que le salarié en fait les a atteints, en principe l'employeur est tenu en fait de lui verser l'intégralité de son bonus et il appartient le cas échéant au salarié, s'il n'a pas l'intégralité de son bonus, de saisir le conseil du prud'homme pour réclamer un rappel de salaire. Oui, c'est une négociation, hein. On n'abandonne pas tout de suite, on arrive avec l'objectif, le papier peut-être. Tout à fait, tout à fait. La saisine étant l'ultime étape si effectivement il n'y a pas d'accord avec l'employeur sur ce point. Sofiane. Une question pour notre expert RH Sébastien Foix. Je pense que mon poste de cadre va disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Que dois-je faire, nous demande Stéphane. Alors, on a un Changer le problème. métier. Alors, on a un problème avec la définition du cadre. Au départ, le cadre, c'était une personne qui encadrait, donc qui était susceptible de manager et d'avoir des collaborateurs sous sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est plus systématique. Il y a un grand nombre de cadres qui n'encadrent pas, tout simplement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA va vraisemblablement remplacer les tâches routinières. Les gens qui encadrent, est-ce qu'ils font, eux, a priori, personne ne peut le faire de la meilleure façon. On est d'humain à humain. Oui. Bon. Donc ces personnes-là, à mon sens, et si elles savent s'adapter, il n'y a pas de problème pour eux. Toutes les autres personnes qui ont des tâches routinières incluses dans leur définition de poste, il faut commencer à se poser la question, peut-être à se former sur d'autres choses, la formation. Oui. On dit la formation tout au long de sa vie, mais c'est pas seulement un mot. Hein. C'est vraiment aujourd'hui les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ils vont changer, ils vont se former, ils vont s'adapter. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça veut dire que concrètement, on demande à son entreprise, là, j'aimerais être formé sur telle chose, Bien là, sûr. c'est le moment. C'est un mouvement de notre part. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et puis, je dirais même que c'est le rôle aussi du manager et de l'encadrant de dire, voilà, là-dessus, vraisemblablement, il y a des choses qui vont se passer. Forme-toi, voilà. Oui, c'est pas systématique, hein, on peut le dire. D'anticiper, effectivement, le manager doit le faire. Sofiane. On passe à la question du jour. Faut-il réduire les délais de paiement de 60 à 30 jours pour toutes les entreprises? Question qui va vous intéresser, Ludovic, évidemment. Voici quelques réactions glanées sur les réseaux sociaux avec vous. Christophe, conseiller en investissement financier, nous dit c'est pas les délais de paiement de 30 ou 60 jours le problème, mais peut-être ceux qui ne les respectent pas. Et je parle pour les grands groupes surtout. Séverine nous dit c'est une fausse bonne idée. Côté fournisseur, bien sûr, c'est positif puisque l'argent rentre plus vite. En revanche, côté client, si un règlement rapide facilite les bonnes relations, ça ne fera que dépasser le problème sans le régler. Et enfin, Aurélie nous dit « Tout se négocie. Avons-nous besoin de légiférer sur des accords négociés en amont ?» Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous êtes monsieur délai de paiement, on le rappelle quand même depuis le début de cette émission. Oui, c'est vrai. Et Olivia Grégoire, d'ailleurs, a fait des annonces à ce sujet-là. Hein. Mais elle n'a pas l'air d'accord avec vous. Elle dit est pas d'accord avec moi, je Olivia suis Grégoire. contre la proposition de la Commission européenne. Je confirme. Elle n'est pas d'accord avec moi. Et les propositions qu'elle a faites, c'est sur les retards de paiement. Donc, elle propose d'augmenter les amendes sur les retards de paiement. C'est l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas confondre les deux sujets. Retard de paiement, amende sur les retards de paiement et délai de paiement, c'est pas la même chose. Moi, mon positionnement, mon idée, allais-je dire, c'est de dire il faut réduire les délais de paiement. C'est presque culturel. C'est de dire j'ai fait un travail, je dois être payé sans avoir à patienter des délais trop importants. Et de toute façon, il y aura une incidence sur les retards de paiement. Forcément, si le délai de paiement est réduit, les retards de paiement seront moins importants que ce n'est le cas aujourd'hui. Et il ne faut pas confondre les deux débats parce que traiter et mettre la lumière sur les amendes, sur les retards de paiement, c'est mettre de côté le vrai sujet que sont les délais de paiement et c'est pas le même sujet. Oui, mais vous avez vu que ce que dit Olivia Grégoire notamment, c'est que quelque part ça va avoir un impact négatif sur les PME de réduire ces délais de paiement de 60 à 30 jours. Et donc elle pense, elle aussi, que c'est une fausse bonne idée.
ça va avoir un impact négatif sur certaines PME, ça va avoir un impact négatif sur les commerçants qui vont devoir régler leurs stocks alors qu'ils les ont pas encore vendus. Donc ça, c'est des cas effectivement particuliers. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'arrête à des cas particuliers ou est-ce qu'on regarde la majorité ? Il y a une étude qui a été faite dont BFM Business parlait hier et qui disait que réduire les délais de paiement profiterait à la majorité des entreprises, même si une autre partie minoritaire serait impactée négativement. Moi, je pense, encore une fois, je l'ai dit sur ce plateau, qu'on est sur une question de bon sens. J'ai fait mon boulot, mon client est content, je dois être payé. Oui, c'est un tsunami et oui, c'est compliqué parce que ça va faire un changement profond avec des décassements de plusieurs milliards pour les grands groupes rapidement et tout, mais les choses se remettront en place et culturellement, il faut arrêter d'être payé avec autant de délais. C'est pas possible, c'est pas viable et ça tue des petites entreprises au quotidien. J'aimerais avoir l'avis de la juriste sur ce dossier-là, non pas sur ce qui pourrait éventuellement arriver, ce qu'il faut faire sur les amendes ou sur les délais, mais concrètement, quand on est face à cela, quand on est une petite structure, on a quoi entre les mains pour se battre finalement, Louise ? C'est vrai qu'on a finalement c'est compliqué parce que si derrière la personne en fait ne règle pas, c'est compliqué. Et d'ailleurs en fait je discutais avec des personnes du centre des jeunes dirigeants, donc des jeunes dirigeants, et en fait souvent c'est les problématiques qui remontent, c'est-à-dire les délais de paiement, et ils sont coincés, ça leur crée des trous dans la trésorerie. Et c'est vrai qu'en fait c'est récurrent chez les petites PME. Ludovic. Et qu'est-ce qu'on veut tous ? Qu'on soit prestataire ou qu'on soit client. Ce que l'on veut, c'est des entreprises en bonne santé. Chez Oser la vidéo, on ne travaille qu'avec des grands groupes. Et moi, je défends l'idée de réduire les délais de paiement. Mes interlocuteurs, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent juste qu'Oser la vidéo soit en bonne santé. De savoir qu'on est payé des fois à 60 jours dans certains cas, ça réjouit pas mes interlocuteurs. Donc c'est du bon sens et je pense que la politique sur ces sujets-là mériterait d'avoir du bon sens. Il y a probablement des cas particuliers, mais aujourd'hui, on a des entreprises qui souffrent profondément de ne pas être payées quand elles ont fait leur travail. Et c'est une question de bon sens, encore une fois. Sofiane. Une question d'Hortense pour Jenny Gauthier. J'ai un projet bien avancé d'ouverture d'une école de danse à Tourcoing. Je crois très fort en mon concept, mais toute ma famille et mes amis me dissuadent car le marché est saturé. Ils me verraient bien reprendre un CDI. Que dois-je faire ? Hortense qui nous précise, je suis tiraillée, ma mère a quand même un fort caractère. On vous embrasse quand même. Jenny. Je suis sûre que sa maman, elle n'est pas si terrible que ça. Mais ça met le doigt, je trouve, sur une situation qui est assez juste quand on entreprend, c'est la puissance de l'entourage. Et surtout quand on vient, moi ça a été mon cas quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quand on n'a pas une famille qui a été chef d'entreprise et qui ne connaît pas du tout cet environnement-là, et qu'on est tous été, moi j'ai une famille, mes parents étaient en partie fonctionnaires, donc quand j'ai dit que j'allais tout quitter un très bon CDI pour devenir entrepreneur, ils étaient complètement paniqués en fait à la base. Oui, il y a de la peur là-dedans. Elle veut notre bien. La sécurité, ça reste encore très fort. Donc, ce que je lui conseillerais, c'est de rassurer ses parents et peut-être de leur pitcher son projet, comme elle le ferait avec les parties prenantes, son banquier ou ses investisseurs, parce que ça peut aussi avoir des impacts positifs. Elle peut aussi avoir des retours ou des astuces de sa famille. Donc, de les rassurer, ça me paraît évident. Mais aussi, après, je parlais tout à l'heure de la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Je ne dis pas qu'elle doit enlever sa maman de son entourage, mais en tous les cas, si c'est trop négatif et qu'elle est absolument convaincue et qu'elle a d'autres gens qui sont convaincus autour d'elle, c'est aussi savoir de prendre son propre chemin et de pas toujours écouter les voix qui nous entourent, parce que sinon on fait rien. J'ai une vidéo que je partage très très souvent auprès de mon réseau du Mercato. C'est la finale, ça date, c'était il y a 10 ans, la finale du 4x400 mètres féminin en athlétisme de 2014. Et vous voyez la France, dernier relais, qui part en dernier. Tous les commentateurs lui disent que c'est fini, qu'elle n'arrivera jamais, qu'elle n'arrivera jamais à gagner. Et à la fin, elle gagne et la France est championne d'Europe. Et si cette athlète qui s'appelle Floria, elle avait entendu la voix du commentateur qui lui dit qu'elle est complètement foutue, qu'elle n'y arrivera jamais, ils n'auraient jamais gagné. Voilà. Donc je vous invite à la regarder parce qu'elle est absolument géniale. Ne pas trop en tenir compte, c'est principalement ces voix-là qu'on retient, alors qu'effectivement, il y a d'autres personnes dont on peut s'entourer. De quoi on va parler dans un instant, Sofiane ? Eh bien, nous, on va garder tout l'entourage, tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs avec nous pour répondre dans un instant à cette question. C'est Paul qui nous a écrit « J'ai surpris un salarié au bar au lieu d'être sur un chantier. Peut-on considérer cela comme une faute grave pour un licenciement ?» Notre experte juridique nous répond dans un instant, le temps d'un petit cha-cha-cha dans l'école de danse d'Hortense. Et on se retrouve. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est de retour avec vous
pour répondre à toutes vos questions. Une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous à bfmbusiness.fr, vous nous écrivez en direct jusqu'à 13h et sur tous les réseaux sociaux de l'émission, notamment LinkedIn, sur lequel vous pouvez poster des commentaires. Nos experts sont là pour vous répondre. Oui, vos sujets, vos questions sur la vie en entreprise, l'entrepreneuriat, les PGE, la totale, tout nous intéresse. Alors allez-y, posez-nous vos questions. Jenny Gauthier, Sébastien Foy, Ludovic Badaud et Louise Penny sont nos experts du jour, prêts à en découdre avec vos questions. On a parlé de bar il y a un instant, hein, Sofiane, on peut le dire, on peut l'avouer. Voilà, je vous laisse le commentaire. C'est Paul qui nous a écrit et qui nous dit « J'ai surpris un salarié au bar au lieu d'être sur un chantier avec un stagiaire majeur et un véhicule de service. La consommation d'alcool n'a pas été établie. Peut-on considérer cela comme une faute grave pour un licenciement ?» Louise Penny. Alors, il y a deux aspects en fait dans la question. Il y a déjà le salarié qui est au bar en fait alors qu'il est censé être sur un chantier, donc il n'est pas à son poste de travail pendant ses horaires de travail. Et il y a ensuite la question de la consommation d'alcool. Donc déjà le fait effectivement de ne pas être à son poste de travail en fait peut constituer un comportement fautif. Premier aspect. Et deuxième aspect, c'est est-ce qu'il a consommé l'alcool, parce que quand il va quitter le bar en fait il a le véhicule de service. Donc qui est peut-être en plus floqué en fait avec le logo de l'entreprise, donc ce qui peut aussi voilà porter préjudice à l'image en fait de l'entreprise si jamais il a un accident avec le véhicule de service. Mais après en fait on est effectivement est-ce qu'il a consommé de l'alcool, et ça il faut que l'employeur parvienne à le prouver. Donc là c'est la consommation d'alcool n'a pas été établie, pour l'instant ça ne vaut rien. Pour l'instant ça ne vaut rien. Non. Le simple fait de ne pas être à son poste ne constitue pas une faute grave en soi pour le moment. Alors, hormis cette question d'alcool. Après en fait tout est question, est-ce que c'est la première fois, est-ce qu'il y a déjà un dossier disciplinaire, est-ce que c'est une réitération du fait, et tout ceci doit être pris en compte par l'employeur pour voir si effectivement il peut aller jusqu'à la faute grave, et on le rappellera que la faute grave en fait est privative de l'indemnité de licenciement. Oui, parce que si vous êtes en train de dire à tous les salariés qui peuvent aller au bar sur leurs heures et que ça ne change rien, je peux vous assurer que cet après-midi, je ne suis pas à mon poste. Hein. Attention à ce que vous dites. La question suivante. Une question pour Ludo Badaud. Vous aimez aussi les acronymes et nous faire découvrir des mots. On va donc jouer avec là-dessus. J'ai vu sur LinkedIn qu'on parle de tofu, mofu, bofu. Je ne sais pas si je prononce bien. À quoi ça correspond? Ludovic. Oui, effectivement, tofu, mofu, bofu. Alors, rien à voir avec Temu. Non, rien à voir. J'ai l'impression de jouer à Motus. Si on peut lancer le jingle. Du coup, voilà, tofu, mofu, bofu, c'est des acronymes pour expliquer, et je salue Mélissa Osmani qui a pris beaucoup de temps pour me l'expliquer, c'est avant que ça rentre, c'est compliqué pour moi. C'est 3 acronymes pour définir le type de contenu qu'on publie sur LinkedIn, un contenu très large pour attirer de l'audience, de la visibilité, top. Donc tofu, un contenu plus axé sur son activité mais pas trop spécialisé, mofu, et un contenu très spécialisé sur son activité, bofu. Et les experts, les spécialistes en communication sur LinkedIn, ceux qui vous accompagnent sur LinkedIn, vous expliquent que c'est la manière d'obtenir finalement des résultats entre audience et retombées business. Et donc effectivement je l'ai appliqué, je l'applique, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique, hein, ça veut juste dire qu'on réfléchit à ce que l'on partage. Et on le fait de manière plus spécifique à son activité, un peu moins et très large pour raconter qui on est, ce que je fais. Et effectivement, ça fonctionne puisque à la fois on découvre votre personnalité qui, je l'espère, me concernant, est attachante. C'est ce que j'imagine peut-être. On laisse les téléspectateurs et les auditeurs se faire. Voilà, faites-vous votre propre idée. Et ensuite, de montrer que j'ai une expertise dans le domaine de la vidéo de formation, en l'occurrence. Et les deux combinés, c'est porteur, effectivement, en termes de visibilité et d'opportunité. Donc tofu, mofu, bofu. Voilà, ça c'est la méthode de Ludovic Badaud. Vous continuez à réagir évidemment à notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. Là, c'est une question un peu provoque, je n'aurais pas osé la poser. Un tiers des collaborateurs veulent partir des entreprises pour préserver leur santé mentale. Mathilde nous demande, les managers sont-ils des tyrans? Sébastien Foy. C'est une bonne question. Alors, je pense que c'est beaucoup... Alors, après, c'est une étude en fait qui est sortie. Attendez. Allez-y, cherchez vos chiffres. Nous aussi, on a des papiers, on va trifouiller pendant ce temps. Et qui explique qu'en effet, il y a un tiers des collaborateurs qui se sentent en insécurité en fait dans leur emploi actuel.
Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont en burn-out, mais bon, voilà. Et donc ils disent manque de motivation, manque d'alignement, manque d'évolution, sentiment de ne plus être respecté. Un tiers. Ah ouais. Il y a des vrais sujets, hein. Sentiment d'un manque de reconnaissance. Je pense que les deux derniers, c'est les plus importants. Et qui mettent vraiment la lumière sur le manager. Sur le manager. Alors maintenant, non, le manager n'est pas un tyran. Je pense que il y a un vrai sujet sur le middle management en fait. Oui. Après la crise sanitaire, il y a un middle management qui a disparu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens se sont dit je vais être à mon compte, je vais aller à la campagne, je vais faire un autre métier, je vais me reconvertir, etc. Et ça, c'est beaucoup le middle management. Et du coup, on a fait monter des gens qui n'étaient pas forcément faits pour être manager. Bon, ça existe. Et il y en a la moitié qui ne l'avaient pas demandé dans les managers. Voilà. Donc voilà. Je ne connaissais pas le chiffre, mais voilà. Donc, en fait, on leur a demandé, on leur a dit il faut absolument que tu sois manager. Et ils n'ont pas été formés, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de se former, ou qui n'aimaient pas ça, etc. Et donc aujourd'hui, on a un management qui demanderait être un peu plus efficace, ou en tous les cas, il y a une problématique de ce côté-là. Est-ce qu'on peut demander à ce que son manager soit formé ? Est-ce qu'on peut peut-être avoir l'indélicatesse de dire est-ce que éventuellement tu pourrais suivre une formation ? Non, mais c'est ça, c'est la formation. Mais c'est même obligatoire. Enfin, il y a un manque en fait de formation des managers aux problématiques, par exemple, de RPS. On parle en fait d'un taux d'absentéisme record, et si vous regardez en fait les dernières statistiques, en fait, le nombre d'arrêts de travail augmente chez les managers, ce qui est quand même révélateur en fait aussi d'une souffrance en fait au travail de la part des managers. Des deux côtés. Et peut-être qu'ils ne sont pas sensibilisés au risque RPS, donc c'est descendant, mais peut-être que eux-mêmes en fait. Parfois, certains sont dans une situation, et peut-être pour les raisons que vous évoquez. Et je pense qu'il faut repenser effectivement le rôle du manager, qui a peut-être aussi parfois du mal à trouver sa place avec en fait le télétravail. C'est vrai que quand on est manager et qu'on a en fait tout son effectif en télétravail, ça peut être compliqué. Enfin, c'est des situations qui peuvent aussi être générateurs de RPS chez les managers. Sofiane. Une question posée dans la boîte aux lettres de BFM Business. C'est Rémi qui nous a dit « J'ai une idée d'activité qui n'est pas encore présente sur le marché. Comment la protéger ?» Une question pour vous, Ludovic Bado, et je crois que vous avez contacté quelqu'un pour nous répondre. Oui, effectivement. Pour répondre à cette question, j'ai contacté l'avocat Victor Maître Benincasa, qui est donc avocat en propriété, en propriété intellectuelle, et qui m'a expliqué effectivement s'il était nécessaire et comment faire pour faire. Il va tout vous expliquer. Et puis, c'est ça, c'est la vidéo. J'ai plus les termes, pardon. On l'écoute et on en parle après. Lorsque l'on a une idée innovante, c'est la priorité, regarder si notre idée est finalement vraiment innovante. Ce qu'il faut faire, c'est effectuer un rapport de recherche d'antériorité, s'il existe des droits préexistants. C'est essentiel parce que si on ne fait pas ça, ou si on le fait mal, c'est un peu l'épée de Damoclès, qui est que après 2 semaines, 1 mois, on reçoit une mise en demeure d'une société concurrente. La société concurrente qui a déjà un droit antérieur vous demande des dommages et intérêts si vous avez déjà commencé l'exploitation. Le risque, en fait, il est vraiment là. Ouais, donc, très intéressant comme réponse, c'est ce rapport de recherche d'antériorité pour savoir effectivement si, et Maître Benincasa l'explique très bien, si l'activité est vraiment innovante, parce que des fois on s'imagine que son activité est innovante et on se rend compte que pas du tout, ou qu'elle existe... Les autres qui ont eu la même idée avant soi. Exactement, donc ce rapport de recherche d'antériorité, ce que m'expliquait Maître Benincasa, c'est que ça occupe beaucoup de l'activité du cabinet. C'est quelque chose de très fréquent de faire ces recherches-là, et ça évite dans bien des cas des litiges qui peuvent coûter très cher, parce que si vous vous lancez dans une activité qui n'est pas innovante parce qu'elle existe déjà et qu'elle est déjà déposée, autant vous dire que le concurrent a tendance à se retourner effectivement contre celui qui exploite l'idée sans en avoir les droits. Et parfois, quand on a une bonne idée, on n'ose pas forcément en parler à ses pairs et se faire accompagner de pairs, de se faire piquer l'idée. Et justement, on en a parlé il y a quelques jours avec Dimitri Pivot, le fondateur de Second Souffle, qui nous donnait son conseil. C'est de se tourner vers ces réseaux d'accompagnement pour, ne pas rester seul dans son projet, le partager. On ne vous voilera pas votre projet. L'idée de dire j'ai l'idée en or, je ne veux surtout pas la véhiculer parce qu'on va me la piquer, mon idée. On ne va pas vous la piquer, votre idée, parce qu'il faut être courageux pour moi. Il faut se faire accompagner dès le départ, parce que c'est ça, vraiment, dès le début, dès l'idée. Dès l'idée, il faut la partager. On prend cette habitude. On peut la partager avec son cercle d'amis, collègues, etc. Mais après, il faut vite sauter le pas pour se faire accompagner par un réseau d'accompagnement, par des professionnels. Ludovic ?
savez, on dit que les idées sont dans l'air, hein, donc il ne faut pas hésiter effectivement à en parler. Il y a cette espèce de mythe qui dit, surtout je ne parle pas de mon idée, je ne peux pas te dire parce qu'en fait c'est l'idée du siècle. Ouais. Mais le vrai sujet, c'est pas d'avoir l'idée, c'est de la mettre en œuvre. C'est de la développer. C'est de la développer et de tenir dans la durée. Donc je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Parlez de vos idées, confrontez-vous à la réalité. Allez voir Maître Benacasa pour voir si effectivement l'activité est vraiment innovante ou pas, pour vous éviter des litiges ensuite. Mais voilà, ne cachez pas vos idées, si j'ose dire. Sofiane. On continue à répondre à vos questions en direct et Flavio vient de nous écrire par mail avec vous @bfmbusiness.fr. Il nous demande, est-il mieux d'étudier un peu avant d'entreprendre, par exemple la gestion, la comptabilité, le marketing, etc. Jenny? Je trouve que c'est une très bonne idée parce que souvent on parlait justement de l'idée. On a beau avoir la meilleure idée du monde, si on ne sait pas la vendre, si on ne sait pas avant tout, c'est être chef d'entreprise. Et être chef d'entreprise, c'est surtout gérer de l'administratif, de la comptabilité, de la finance. C'est 1000 métiers en un, de la communication sur les réseaux sociaux. Donc ça me paraît effectivement une très bonne idée, évident de le faire pour soi et de bien s'entourer aussi quand on crée son entreprise. Si on n'a pas, qu'on n'ait pas toutes les compétences, c'est pas indispensable. Ouais. Si, oui, parce qu'on peut s'entourer du comptable, de la juriste, voilà, de tout ça finalement. Exactement. Mais voilà, si je prends apprend sur le tard. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. On apprend, on s'entoure bien, donc peut-être bien choisir ses associés aussi où on va être complémentaires ensemble. Si vous avez un projet dans le digital, ce qui était mon cas au début, on n'avait pas du tout la ressource digitale, et ben on s'est adossé à un partenaire, mais ça aurait été moins coûteux si on avait un associé. Donc oui, c'est une très bonne idée et de le faire de plein de manières, c'est des options. Si je résume, c'est se former à la gestion, la comptabilité, le marketing, mais aussi au management. On y revient. On y revient. Si on a des projets d'envergure, on va avoir des salariés. Et on ne s'associe pas forcément avec son ou sa meilleure amie, on l'a déjà dit dans cette émission. Surtout pas d'ailleurs. Vous en êtes carrément là, effectivement. Ah ouais, non, clairement. C'est pas la même chose. C'est comme les activités en couple, c'est quand même très risqué. Ouais. Avec le meilleur ami, je ne m'y risquerais vraiment pas. Voilà. J'ai déjà fait travailler des amis, même sur des courtes missions. J'ai déjà eu des situations un peu compliquées parce que quand vous n'êtes pas satisfait du travail qui est fourni, c'est plus compliqué de l'expliquer à un ami que de l'expliquer à un collaborateur ou un partenaire. Ouais, c'est vrai. Continuez à réagir sur nos sujets. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. Nous, on vous garde, cher expert, parce qu'on est content de votre travail. Jusqu'à 13h, vous répondez aux questions, dont celle-ci. Je souhaite passer à 80% pour exercer une activité de coach sportif pendant ma journée libérée. Mon contrat de travail comporte une clause d'exclusivité. Mon employeur peut-il l'utiliser pour refuser ma demande? Nous demande Marie. Une question pour vous. Si ce n'est pas une activité dans le domaine sportif, il n'y a pas de problème, si? Louise. Alors, il y a deux sujets, en fait. Il y a la question de la clause d'exclusivité et il y a la question de la demande de passage à temps partiel. La clause d'exclusivité, en fait, elle vous interdit de travailler, en fait, ailleurs. Donc, elle porte atteinte à la liberté du travail. Donc, elle doit être déjà rédigée en des termes très précis et à la sortie de conditions. Il faut qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elle soit justifiée par la nature des fonctions exercées par le salarié et que ce soit proportionné au but recherché. Donc concrètement, en fait, un employeur ne peut pas insérer des clauses d'exclusivité dans les contrats de travail de tout le monde. Il faut que la fonction exercée par le salarié justifie qu'on lui interdise, en fait, pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise. Donc là, si l'employeur cherche à faire jouer cette clause, libre à lui, puisqu'elle est dans le contrat de travail signé a priori par le salarié, mais le salarié pourrait tenter de porter l'affaire en justice et de considérer que finalement la clause ne respecte pas les conditions qui sont fixées par la jurisprudence et de faire juger cette clause inopposable. Après, l'employeur peut s'intéresser aussi à la demande de passage à temps partiel, puisque quand vous avez un salarié qui vous demande de passer à 80%, vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est-à-dire qu'il faut d'abord regarder en fait dans la convention collective de la branche pour voir à quelles conditions l'employeur peut refuser le passage à temps partiel. Et si la convention collective de branche est muette sur le sujet, l'employeur, le code du travail nous dit que l'employeur peut refuser s'il n'a pas d'emploi disponible qui relève à temps partiel, qui relève de la catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, ou alors si le changement d'emploi demandé en fait serait préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc peut-être que là, au-delà en fait de l'activité de coach sportif, peut-être que c'est le fait que le collaborateur passe à 80% pourrait porter préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise. Troisième aspect des choses, est-ce que je suis
suis obligée d'être transparente sur cette situation. Si je demande 80%, je peux très bien dire. Je demande à passer c'est tout, mais je n'ai pas à me justifier sur ce passage. Tout à fait. Donc là, après, la clause d'exclusivité, ce que je vais faire de ces 20% supplémentaires, on est bien d'accord. Dans ce cas-là, la clause d'exclusivité, on s'en fiche. Voilà. Sofiane. Eh bien, étrangement, on va rester sur le sujet des 80%, ou presque. La semaine de 4 jours, c'est l'actu du jour. À la une du mensuel Politis, avec ce titre, 77% des actifs favorables à la semaine de 32 heures en 4 jours, payés 35, évidemment. Chiffre à noter, les femmes sont davantage favorables à cette mesure que les hommes. Elles sont plus de 8 sur 10 à être pour. Un sujet qui fait définitivement parler, puisqu'aujourd'hui, une autre étude a été publiée, enquête flash, autour des dirigeants d'entreprise. Résultat, les 2/3 sont favorables à la semaine en 4 jours cette fois, sans réduction de temps de travail dans leur propre société. Mais la majorité, 58%, estime que cela leur serait impossible ou difficile à mettre en œuvre. Donc être pour, mais dans les faits, difficile à mettre en place. Vous partagez cette inquiétude sur la mise en place possible de cette semaine en 4 jours ? Sébastien ? Alors, je suis un peu dubitatif sur cet aspect-là, mais quand on pose la question à n'importe qui, vous lui dites tu es payé la même chose, mais tu auras seulement à travailler 2 jours au lieu de 5. Il y a peu de personnes qui vont dire non. Donc, je trouve que c'est biaisé dès le départ. Maintenant, on est passé de 39 à 35, on va passer de 35 à 32. Quid de la rentabilité des entreprises ? Si une entreprise n'est plus rentable, à ce moment-là, elle ne pourra plus employer. Donc, à un moment donné, il faut trouver rentable si on passe à 32 heures ? Je me pose la question. Il y a des entreprises qui vont être en faillite, ça c'est sûr et certain. 32 heures payées 35. Est-ce que en fait beaucoup d'entreprises ont accepté en fait de passer leurs salariés à 32 heures tout en continuant de les payer 35 ? Ce qui est quand même intéressant, c'est d'absolument vouloir trouver une façon de modifier le travail en entreprise et de le baisser. C'est assez intéressant, ça pose question quand même sur le rôle de l'entreprise et sur ce que veulent les salariés aujourd'hui, après la pandémie, 4 ans après la pandémie. On va vers ça dans le monde du travail, Sébastien Foy ? En fait, moi ce qui me choque, c'est que ce soit l'État qui gère ce genre de relations. Il devrait y avoir un minima des accords de branche ou alors des accords par secteur d'activité, voire par entreprise, les entreprises de plus de 50 personnes, qui aient des accords à ce moment-là. Mais encore une fois, moi ce que je vois, c'est Alors, il y a des questions d'équilibre entre la qualité de vie au travail et puis la vie personnelle. Ça, tout le monde, je crois, a bien compris. Mais derrière ça, il y a des questions de pérennisation des activités. Et donc, si à un moment donné, je pense que si à un moment donné, il y a trop d'abus de ce point de vue-là, et que c'est toujours l'entreprise qui paye sur ses fonds propres, à un moment donné, ces entreprises vont péricliter. Oui. Donc ça, c'est pour la semaine dans 32 heures, une réduction de temps de travail. Mais si on revient à la semaine en 4 jours de l'étude flash du jour, donc le même temps de travail, simplement, par exemple, on ne travaille pas le vendredi. Eh bien, d'après cette enquête, les dirigeants et managers anticipent une augmentation globale de la productivité, une amélioration des bien-être des salariés à 71%, une meilleure attractivité ou encore la possibilité de réduire l'absentéisme. C'est que je dis. Oui, là c'était ma langue qui était absente. Et parmi les difficultés, en revanche, une augmentation de la procrastination chez leurs collaborateurs. Et ils craignent pour 48% qu'une telle mesure compromette la bonne organisation de l'entreprise. On y revient. On y vient. Peu importe la modification du temps de travail ou de la gestion, c'est la question de l'organisation au sein même de l'entreprise qui se pose. Ça, c'est le dirigeant à organiser. En fait, on a vu que les entreprises... En fait, il y a les deux cas de figure. Parfois, vous avez des entreprises qui reviennent aux 5 jours par semaine et d'autres qui restent aux 4 jours par semaine. Mais quand c'est bien fait et que le travail est organisé de manière différente, avec parfois des moments de calme le matin sans téléphone, alors, même si c'est très théorique, mais c'est sur le papier, ou des réunions qui sont réduites d'un quart d'heure, par exemple sur 1 heure, au lieu d'1 heure c'est 3 quarts d'heure, ou 35 minutes ou 40 minutes, on peut organiser les choses différemment et être plus efficace sans charge ou sans stress supplémentaire. Louise, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ce qui m'interpelle, c'est donc là, on parle de la semaine en 4 jours sans réduction en fait de la durée du travail. Donc en fait, on a des entreprises en fait qui sont à 37, 38, 39 heures avec attribution de RTT pour parvenir à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires. Donc là, en fait, 39 heures divisé par 4, vous imaginez en fait la durée de la journée de travail. Une longue journée. Moi, je suis pas persuadée en fait que
que les salariés acceptent en fait et soient favorables, sachant qu'on parle en même temps de donner plus de flexibilité pour une meilleure articulation vie pro, vie perso. Alors certes, le salarié aura une journée, mais faire 39 heures en 4 jours, je ne suis pas persuadée en fait que la charge de travail sur les 4 jours, voilà. C'est intéressant. Je suis sceptique. La façon dont on voit nos journées, parce que quand on est entrepreneur, on ne se pose pas du tout la question en ces termes. 39 heures en 4 jours, je dirais que c'est la norme. Ouais, vous le dites beaucoup. Quand on est entrepreneur, on travaille énormément. Oui. Et vous avez raison de dire pourquoi on parle du travail en ces termes, en durée de travail, alors que le vrai sujet, c'est est-ce qu'on s'épanouit dans son travail. Dès lors, c'est vrai que la question, elle se pose moins de savoir le temps de travail, de savoir le nombre de jours pendant lesquels on va travailler. Maintenant, je vais être tout à fait honnête. Comment ? Oui. Salariat, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Le salariat, c'est pas chez soi. Le salariat, c'est pas sa propre structure. C'est certain. Mais ça pose la question quand on est salarié et que on se rend compte que les journées sont trop longues et qu'on arrive au jeudi et qu'on n'a plus de motivation et qu'on est usé, qu'il y a peut-être des questions de reconversion à se poser. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'organismes, je pense à chance.org, qui accompagnent les personnes qui veulent se reconvertir, qui se rendent compte qu'elles sont plus heureuses dans leur travail. Ça sera peut-être vers l'entrepreneuriat, ça sera peut-être vers une autre entreprise. Mais ne restez pas statique dans une situation qui vous déplaît, qui vous rend malheureux, si vous n'êtes plus animé le matin en vous levant, et si dès le jeudi vous êtes en train de vous dire mon Dieu, vivement vendredi soir. On entend l'entrepreneur qui parle, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que l'État se saisisse, le gouvernement se saisisse de ces questions-là, alors qu'il n'y a même pas de promesse derrière de créer d'autres emplois. Donc ça montre vraiment quand même les questionnements aujourd'hui sur le salariat et le travail. Sofiane. Allez Jenny, je vous demande un brin de motivation pour répondre à cette question. Je constate que les ouvriers qui nous rejoignent quittent l'entreprise seulement quelques semaines après leur arrivée. C'est un auditeur qui détient une entreprise dans le bâtiment qui nous dit ça. Pourtant, leur salaire est correct. Comment rectifier le tir ? La semaine de 4 jours ? Génie. Ça peut être une option. Moi, ce qui m'interpelle déjà dans la question, c'est la notion quand il dit le salaire est correct. Faut être très vigilant à ça parce que ça doit pas être subjectif la question. Qui juge du salaire. Que c'est correct. Exactement. Si c'est juste le chef d'entreprise qui dit pour moi le salaire il est correct, ça peut lui donner une très mauvaise perception finalement du salaire. Je lui recommande déjà d'aller regarder. Il y a des plateformes. Indeed le fait très bien puisque maintenant on doit de plus en plus mettre le salaire sur les offres d'emploi. Donc Indeed a agrégé une base de données qui est immense et il y a un onglet qui est dédié où vous pouvez voir le salaire idéal entre guillemets pour un poste en fonction de la zone géographique. Donc déjà ça lui donnera une bonne perception du salaire. Et puis maintenant sur sa question, oui c'est très dommageable pour lui puisqu'on le sait, le coût d'un recrutement raté, ça coûte très cher à l'entreprise de se tromper dans un recrutement. Donc que ces salariés s'en aillent au bout de quelques semaines, c'est très dommageable pour lui. Donc effectivement, il y a une question pour moi d'onboarding qui est essentielle. À mon avis, il faut peut-être qu'il se pose la question sur la façon dont il intègre ses collaborateurs. Vous savez, on dit qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc de ne pas rater cette première occasion-là, de bien préparer l'arrivée du collaborateur, de savoir qu'il est attendu, qu'il est son environnement de travail, etc. Et puis moi, ce que je vois aussi, c'est dans l'offre d'emploi, de s'assurer qu'il y ait une parfaite cohérence entre ce que vous mettez dans l'offre d'emploi et la réalité du poste du travail. Parce que l'effet déceptif qu'il y a derrière, il est immense si c'est pas ça. Donc le chef d'entreprise a un devoir aussi de vérité entre ce qu'il met dans l'offre d'emploi. Il doit valoriser ses savoir-faire, mais pas de faire de... Merci beaucoup Jenny. On va répondre très très vite à la question du jour. Sofiane. Faut-il réduire les délais de paiement de 60 à 30 jours pour toutes les entreprises ? Eh bien, les résultats vont faire plaisir à notre expert Ludovic Bado, puisque c'est oui, largement oui. 69% sur LinkedIn, 79% sur X et sur Instagram. Il n'y a donc pas photo. Du bon sens. On va continuer sur le temps de travail d'ailleurs dans la question de Eh demain. bien oui, puisqu'on en a débattu avec nos experts. Donc on vous pose directement la question. La semaine de 4 jours, en 32 heures, payé 35. Favorable, défavorable, chef d'entreprise, salarié, vous n'aurez peut-être pas la même réponse, mais vous votez et on en parle demain encore avec nos experts. Merci d'ailleurs à eux, Jenny Gauthier, Sébastien Foy, Ludovic Bado et Louise Penny d'avoir répondu à toutes ces questions. Sujet passionnant encore une fois dans cette émission. Si vous l'avez manqué, vous pouvez la revoir en replay, en podcast, nous écrire à notre adresse. On se retrouve demain, Sofiane ? Si vous ne faites pas la semaine en 4 jours, oui. Non, jamais. Non, ça n'arrive pas. On est là tous les jours, on est là 24 heures sur 24, on répond à vos questions. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.